Tech & Co. Le débrief de la tech. On en parle assez souvent ici, donc vous connaissez forcément Paris-Saclay, et puis tout son pôle, tout cet écosystème de chercheurs, d'universitaires, de start-up. On va en parler, mais peut-être vous connaissez un peu moins le Paris-Saclay Spring. Voilà, c'était un événement qui a eu lieu les 20 et 21 mai. L'opportunité pour les start-up de rencontrer je veux dire pour les start-up, mais aussi pour les investisseurs et aussi pour les grandes entreprises, de se rencontrer tous ensemble dans plusieurs domaines, la food tech, les mobilités, les technologies numériques, le green tech, la santé, biotech. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Jérémy Hervé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du développement économique et de l'innovation de l'EPA, c'est l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, organisateur de cet événement. Et puis on va revenir sur cet événement en particulier. Gary Ansas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur d'Alltrix, spécialisé dans le e-commerce, alors tout ce qui est les vélos, les trottinettes. Vélo, course à pied, outdoor. Voilà, eh bien, on y est. Et vous êtes l'un des parrains. On va comprendre un peu votre rôle dans cette soirée. Et puis avec nous, deux des lauréats. Voilà, ils sont là. Prix coup de cœur du public. Alors la société s'appelle C12 Quantum Electronics. Pierre Desjardins. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous, cofondateur et PDG donc de C12 Quantum Electronics. Et le prix du jury, alors la société s'appelle Géoflex, Romain Legros, gérant et DG de Géoflex. Et vous allez nous expliquer, bonsoir. Bonsoir. Et vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous faites et puis voilà ce qu'on a cherché. Puis on va essayer de comprendre un peu pourquoi cet événement et puis on va rentrer un peu dans les coulisses de cet univers des startups très technologiques, on va le comprendre. Jérémy Hervé, alors cet événement, il existe depuis longtemps. Pourquoi l'avoir monté? On va voir la mission, un peu comprendre le contexte. Alors cet événement, c'est sa 4e année. L'année dernière, pour cause de Covid, évidemment, il n'a pas pu avoir lieu. Donc c'était sa 3e édition. C'est un événement qui a pour vocation de montrer l'innovation là où elle se fait au quotidien. L'enjeu, c'est de donner envie à de nouvelles entreprises et à de nouveaux talents de nous rejoindre dans la communauté d'innovation de Paris-Saclay, de promouvoir l'offre de recherche publique, puisqu'on a un peu plus de 320 laboratoires de recherche et instituts de recherche publics. Donc, là, c'est 65 000 étudiants, 10 000 enseignants-chercheurs, 275 laboratoires de recherche, enfin, il y a tout à 600 startups, 43 lieux d'innovation, 425 000 emplois. Il faut le rappeler quand même, c'est important. C'est vrai, des emplois très qualifiés, c'est essentiellement ingénierie, design, recherche, conception. Donc on est vraiment dans la matière grise, si je peux dire, dans les talents d'exception sur nos filières industrielles. Le premier critère, c'est qu'il faut être dans la région Paris-Saclay pour concourir, parce que c'est une cinquantaine de startups au départ, c'est ça? Alors on a eu une 130 candidatures, on a retenu 50 startups qui nous semblaient matures, prêtes pour cet événement 2021, donc nos Spring 50 ou Spring 50. Donc l'idée c'est d'avoir effectivement un lien avec Paris-Saclay, soit qu'on y est né, dans par exemple des filières étudiants entrepreneurs d'un des établissements, soit qu'on a partenarié avec un des laboratoires de recherche, soit qu'on y est implanté. Donc il y a plusieurs critères, en tout cas plusieurs façons d'être rattaché à Paris-Saclay, mais effectivement il faut un lien avec le territoire. Et les 5 secteurs, c'est les 5 secteurs qui sont suivis. Alors après, il y en a qui s'appellent technologie numérique, donc on peut mettre un peu toutes les. Oui, les alors il y a des appellations. Mais c'est quand même globalement, et on va le voir avec vos 2 lauréats ce soir, c'est quand même assez pointu. On est dans le quantique, Oui, tout à fait. Alors c'est vrai, quand on dit technologie informatique, on peut y mettre beaucoup de choses. C'est pratique pour y mettre à la fois de l'intelligence artificielle, à la fois du quantique, à la fois de l'optique photonique. Disons qu'on est très très doué en IA, première université en mathématiques au monde, donc classement de Shanghai 2020, l'université Paris-Saclay. Donc forcément, sur les technologies liées à l'informatique, on est excellent, et sur le quantique notamment, effectivement en pole position. Et pour tout ça, il faut un parrain, Gary Ansas. Bonsoir, de nouveau. Bonsoir. Oui. Alors pourquoi? Alors parrain, oui, on comprend, vous voulez voir un peu ces startups, mais pourquoi avoir dit oui à cet événement? Et vous êtes assez sollicité par d'autres, puis il faut faire tourner aussi la boutique Alltrix. Alors pourquoi vous vous êtes dit, tiens, c'est pour moi là d'y aller cette fois-ci? Pour 3 raisons, je pense, principales. La première, c'est que moi je suis un produit du terroir. Oui. Alltrix est né en vallée de Chevreuse, et donc plus précisément sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui fait partie du grand territoire de Paris-Saclay. Alors Alltrix, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais qui a bien grandi depuis. Deuxième point, j'ai eu le plaisir de faire partie des cofondateurs de la French Tech Paris-Saclay, qui donc siège sur le territoire et est là pour rallier, énergiser, accompagner les 600 startups dont vous parlez. Alors on a fédéré déjà quasiment 150, on a encore un peu de travail, mais c'est super. Et puis le troisième point, c'est que je suis un fan d'entrepreneuriat, tout simplement. Et donc de voir toute cette créativité, ce talent, cette énergie, c'est une passion pour moi. Donc quand on me l'a proposé, bien évidemment, j'ai accepté immédiatement. Et puis c'est un parrain qui ne court pas trop après ceux qui veulent partir un peu plus loin que Paris-Saclay?
Non, pas tellement. C'est un peu le risque, on en parlera un instant, de voir tout, parce qu'on voit tous les jours toutes ces startups qui, parce qu'il y a des investisseurs qui sont à l'étranger, mais on essaie, avec ce type d'événement, on essaie de se dire pas de les retenir, parce bien que sûr, pas de brider, mais non, il y a un enjeu d'ancrage aussi au territoire, évidemment, déjà leur donner envie de se revendiquer comme étant des startups de Paris-Saclay et de porter haut la bannière ou les couleurs de Paris-Saclay en France et à l'international. Au contraire, on pense que c'est une chance et que ça peut donner envie à d'autres de nous rejoindre. Donc on est plutôt confiants. Alors on a la chance d'avoir donc 2 des lauréats ce soir. Je démarre avec vous, Pierre Desjardins, donc C12 Quantum Electronics. Quantum est forcément dans l'univers quantique, voilà. Fait des processeurs quantiques. Exactement. On développe des processeurs quantiques fiables. Alors peut-être quelques mots sur le quantique. Ça permet effectivement une accélération assez formidable d'un point de vue du calcul. En quelques secondes, le processeur qu'on développe, qui tient dans la paume de ma main, pourra réaliser un calcul qui aurait pris des dizaines d'années sur des milliers de processeurs. Et ça va être vraiment transformant pour plein d'industries. Par exemple, sur le transport et la logistique, aujourd'hui, il y a plein de problèmes qu'on ne sait pas encore bien résoudre avec des supercalculateurs et qui seront à la portée d'ordinateurs quantiques. Oui, et puis la complexité aussi, il y a beaucoup de complexité dans le quantique évidemment, mais c'est que il y a à la fois de la physique, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique, ça peut être, il y a des capteurs, il y a les processeurs, il y a tout un écosystème. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, alors c'est au sortir vous êtes en thèse, vous dites tiens je vais aller dans ce domaine-là, parce qu'en plus le quantique on se projette. Alors l'histoire de C12 Quantum Electronics, donc c'est d'abord une technologie qui a été développée à l'École normale supérieure de Paris. C'est vraiment une très belle histoire française, puisque c'était une technologie qui existait seulement dans ce laboratoire. Et c'est mon frère jumeau qui a fait sa thèse à l'École normale supérieure. Et donc, en fait, au fur et à mesure de nos discussions, on a compris qu'on avait quelque chose... c'est une technologie qui devait être... Vous pouviez la faire passer à l'échelle. Voilà, qui devait passer sur une innovation, et ça a été le moment où on a fondé C12 Quantum Electronics. Eh bien, prix coup de cœur, et puis d'ailleurs on en profite pour vous féliciter, un prix coup de cœur du public. Prix du jury, Géoflex. Alors on est dans l'univers du GPS, du drone. Racontez-nous ça, Romain Legros. On est dans le positionnement plus précis et plus fiable par satellite. Donc vous l'avez dit, tout le monde connaît le GPS, qui est le système américain. Il y a d'autres systèmes. On a Galileo en Europe. Les Chinois ont un système qui s'appelle Beidou, les Russes GLONASS. Tous ces systèmes permettent de se localiser par satellite à quelques mètres près, typiquement 3-4 mètres quand tout va bien. Galileo, on va dire, c'est celui qui est Galileo, c'est un des plus précis, c'est un des plus modernes, avec Beidou, la constellation chinoise. Et dans les deux cas, là où GPS et GLONASS sont plutôt de l'ordre de la dizaine de mètres, on est plutôt vers 3-4 mètres. Et nous, on apporte 2 ordres de grandeur supplémentaires pour passer de quelques mètres à quelques centimètres près, partout dans le monde et en temps réel. Donc au profit d'une multitude d'applications. Imaginez par exemple un drone volant, vous apportez votre colis en sortant du plateau. Oui. Un tracteur mettre la goutte d'engrais exactement au pied de la bonne plante, une voiture autonome ou un système d'aide à la conduite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez réussir à cartographier de façon encore plus précise pour apporter ces centimètres, ces derniers centimètres? Alors on va modéliser, donc c'est du logiciel, c'est en mode SaaS, ça se passe sur des serveurs qui sont reliés à tout un réseau d'observation. On a 80 stations permanentes de GNSS, c'est le terme générique, Global Navigation Satellite System, partout dans le monde. On récupère toutes ces données et on modélise toutes les erreurs associées au système en temps réel pour diffuser ces corrections dans des formats interopérables à nos clients qui sont des intégrateurs métiers ou techno. Qu'est-ce qui est compliqué là pour tous les deux là? Je vais démarrer avec Romain. Aujourd'hui pour vous, alors bon, il faut aller chercher de l'investissement évidemment, mais ensuite c'est se faire connaître. Alors ce type d'événement en est un moyen, c'est aller voir cogner à la porte des grandes entreprises. Alors souvent quand on a fait une grande école, quand on a fait une grande université, la porte va peut-être s'ouvrir un petit peu plus que si on vient d'une autre université ou d'un autre endroit. Mais voilà, qu'est-ce qui est compliqué, voilà, pour aller convaincre, réussir à rentrer dans le bureau d'un patron scientifique, d'un patron d'innovation d'un grand groupe, d'un investisseur, et de raconter votre histoire?
Alors, pour aller convaincre des investisseurs, c'est relativement simple parce qu'en fait, ils sont à l'affût de l'innovation technologique. Là où ça se complique un peu quand on est sur des vraies innovations de rupture, c'est avec les prospects. Parce qu'en fait, nous concernant, on a été les voir et pour leur proposer... Vous allez voir qui comme entreprise, par exemple? Alors aujourd'hui, on travaille avec 6 entreprises du CAC 40, donc c'est plutôt des grands groupes, et à qui on arrive en projetant une vision qui transforme profondément leur domaine. Oui. Typiquement, je peux citer parmi ces différentes... alors c'est pas tout à fait une entreprise du CAC 40, mais on travaille avec la SNCF pour numériser, digitaliser la signalisation ferroviaire, dématérialiser la signalisation ferroviaire, et donc il faut commencer par aller convaincre la SNCF qu'on est crédible. Il faut déjà trouver le bon contact. Il faut trouver le bon contact. Ensuite, ils nous écoutent avec intérêt et on leur propose des choses qui sont tellement invraisemblables dans un premier temps qu'ils sont bien incapables de se positionner de prime abord. Donc il y a toute une phase de conviction, de preuve du concept, d'accompagnement à l'intégration avant d'arriver dans le vrai business. Et aujourd'hui, vous trouvez que le POC, le Proof of Concept, réussissent à... On arrive à réduire un peu le temps pour passer plus vite aux passagers? Parce que c'est ça qu'on voudrait aujourd'hui des POC, on peut en faire... pendant... Une multitude, effectivement, et c'est un peu piégeux. Et puis après le POC, il y a l'aide à l'intégration de la technologie, et effectivement, le jeu, c'est d'arriver à réduire ces cycles. Et puis vous n'êtes pas 10 000 depuis dans votre entreprise, donc il faut... Et effectivement, on est souvent moins d'une dizaine de personnes au départ, et donc c'est un vrai challenge, un vrai challenge. Et pour vous, Pierre Desjardins? Donc, comme vous le disiez, effectivement, dans le quantique, on s'attaque à des problèmes qui sont très complexes, et donc on a besoin de talents absolument incroyables pour les résoudre. Aujourd'hui, C12, c'est déjà une douzaine de personnes, donc on est en forte croissance, avec des talents qui viennent du monde entier, parce que justement, on développe des choses qui sont avec des expertises très, très niches. Et c'est là aussi où Paris-Saclay, c'est une formidable opportunité, parce que dans le même lieu, en fait, il y a à la fois des startups et des grandes écoles. Et donc, pour faciliter, en fait, justement, trouver ces talents de demain qui permettront de développer notre processeur. Dans votre domaine du développement, je pense à ça parce que quand vous dites des gens qui viennent du monde entier, est-ce qu'on peut être à distance, est-ce que vous avez des collaborateurs qui sont à distance, que vous n'avez peut-être très rarement vus, mais qui sont à l'autre bout du monde et qui permettent justement d'avoir ces compétences que vous n'avez du mal à trouver ici? Malgré le Covid et les différentes restrictions de déplacement l'année dernière, on a réussi à faire venir tout le monde effectivement à Paris, ce qui a été sur quelques parfois petits désagréments administratifs. Mais non, en fait, nous, on se focalise sur le développement du hardware. Et donc, donc, faut être là. Effectivement, il faut être là. Et si un jour vous visitez effectivement nos bureaux, vous voyez que les gens en fait se travaillent et manipulent avec leurs mains aussi, bien sûr, toutes leurs compétences. Gary, en sens, pardon. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Qu'est-ce qu'on doit leur donner comme conseil? Qu'est-ce que vous retrouvez dans leur parcours que vous-même avez connu? Vous dites tiens, attention de pas aller trop. Je parlais des proof of concept. Voilà, ne te perds pas, aller dans 25 boîtes faire des tests. Concentre-toi sur 2 ou 3 et puis hop, passage à l'échelle. Alors là, précisément, je vais avoir du mal à répondre parce que là, on se rencontre, on se découvre, mais le chemin qu'on va parcourir ensemble dans les prochains mois, les prochaines années, c'est de les accompagner sur les éventuels enjeux de recrutement, on en parlait, comment je gère éventuellement ma première levée de fonds, comment je noue un partenariat stratégique avec un industriel ou pas, quels sont les enjeux juridiques. Enfin, c'est effectivement, c'est ce que vous soulignez, c'est tous les écueils qu'on peut rencontrer quand on est entrepreneur. Et moi, j'ai envie de rebondir sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, sur la rétention du territoire. Parce que je trouve que plus on avance, plus on a d'arguments justement pour que les pépites restent. Et alors, évidemment, je ne suis pas très objectif, mais je vais parler de la French Tech notamment. Mais je pourrais parler de plein d'infrastructures qui se développent, qui font qu'aujourd'hui, sur ce territoire-là, on est accompagné sur plein de sujets. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'entreprendre, c'est beaucoup plus simple de grandir, de faire exploser les belles levées de fonds, on a dans le bon sens du terme. Dépasser les 100 millions d'euros, bon, c'est déjà bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour les levées de fonds, mais voilà, ce qui à une époque, on aurait dit, attendez, une start-up française, plus de 100 millions, on va avoir d'ailleurs, on a une information sous embargo, mais une très grosse là, qui arrive là. Nous concernant au niveau French Tech. Mais voilà, on voit qu'on arrive à
apporter des Tout à fait, mais il y a peu de temps, on a organisé avec le PA Saclay et la French Tech une visite de différents fonds d'investissement qui ont fait le tour du plateau, des infrastructures, etc. Donc ça génère beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de choses à construire. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut leur apporter et on va créer des rendez-vous physiques, je l'espère, dans les prochains mois pour pouvoir les suivre de près et les coacher si besoin est sur différents sujets. Alors on va marquer une très courte pause et on se retrouve juste après pour continuer à parler de cet écosystème des startups. Paris-Saclay, j'aime pas trop ce terme, l'usine à, mais je le dis pourtant, l'usine à startup, mais justement c'est des scale-up, c'est l'usine à projet et pour notre industrie de demain, ça compte, hein, vous l'avez compris, on a 2 exemples avec nous ce soir. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Voilà, on vous parle, on a pris comme élément un peu déclencheur le Paris-Saclay Spring qui a réuni, alors ils étaient 130, puis 50, puis 10, puis 2, enfin on a 2 des prix qui sont avec nous, des startups spécialisées dans j'allais dire les capteurs, non c'est quand même plus... C'est du service. C'est du service ouais. que vous offrez, et puis dans les processeurs quantiques, tout ça au sein de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, avec Jérémy Hervé, Gary Ansens, fondateur d'Oltrix, qui est l'un des parrains, et puis donc Pierre Desjardins, cofondateur PDG de C12 Quantum Electronics, et Romain Legros, fondateur et gérant et DG de Geoflex. Pardon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu cette amélioration, Jérémy Hervé, vous le sentez, de ce lien entre, on le disait à l'instant, là c'était avec la SNCF pour Geoflex, mais ce lien grand compte, start-up, ça commence un peu à... alors, ça n'a jamais été. Ce que je veux dire, c'est que la relation n'a jamais pu être compliquée. Enfin voilà, mais aujourd'hui, pour le passage à l'échelle, justement, la confiance se fait plus rapidement. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle la France s'améliore. Probablement, on était un peu en retard à l'international sur ce passage de l'idée au marché, comme on a l'habitude de dire. Et c'est vrai que créer des opportunités de rencontre finalement entre les startups et les grands groupes et les donneurs d'ordre, c'était quelque chose pour lequel on n'était pas forcément bien équipé il y a peut-être 15 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. On a des SAT, qui sont des sociétés d'accélération de transfert technologique, qui permettent quand même de faire pas mal de matching entre les besoins en R&D, en développement des entreprises, et pas que des grands groupes d'ailleurs, beaucoup de PME. Et puis les brevets, les IP, comme on dit, qui se trouvent sur les étagères, et puis les technologies qui se trouvent aussi développées par nos startups. Donc aujourd'hui, on voit bien que la plupart des grands groupes qui nous rejoignent à Paris-Saclay ou qui sont déjà parmi nous, soit se transforment, soit se lancent de plus en plus dans ce qu'on appelle l'open innovation. Donc soit qu'elles incubent des startups in-house, donc à l'intérieur de leur bâtiment, ce qui est quand même très nouveau. Et puis on vient un peu les perturber dans leur fonctionnement. Complètement, je vais pas prendre l'exemple de la santé, mais on a bien vu qu'il y a certains laboratoires qui se sont adaptés plus vite aux biotechnologies que d'autres. Alors ça vient des hommes, ça vient des process, c'est vrai. De l'histoire, il y a beaucoup de choses. Oui, on les sensibilise à l'open innovation, il faut vraiment le faire, sensibiliser les entreprises aux enjeux de la transformation digitale, aux enjeux de l'innovation. Pour rester compétitif, c'est indispensable. Donc c'est vrai qu'on vient un peu les bousculer quelquefois, et quelquefois ils viennent à nous, et de plus en plus. C'est pour ça que je peux répondre oui à la question. Il y a une vraie amélioration dans ce lien entre les grands groupes, les entreprises, et puis les startups et ceux qui font sauter les verrous technologiques au quotidien. Gary Ansens, donc fondateur d'Oltrix, parrain de cette promotion là, de start-up récompensée. Justement, vous, quand vous prenez l'exemple de Oltrix, vous vous rendez compte, voilà, il faut certes de la techno, il faut quelque chose, une plateforme quand même qui soit assez solide. Derrière, il faut réussir à convaincre des clients. Et puis derrière, c'est ce que vous allez leur apporter. Vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, c'est leur dire, voilà, autour de la levée de fonds, dans le recrutement. Et c'est ça aujourd'hui, ça fait partie aussi. Et parfois, on l'oublie un peu. On se dit, j'ai une super techno, ça va marcher. Mais non, il faut recruter les bonnes personnes, les accompagner aussi, qui s'en aillent pas au bout d'un an chez un concurrent. Enfin, c'est tout ça. Il faut fédérer, il faut potentialiser, comme on dit chez nous maintenant. Il faut accompagner avec la culture d'entreprise dans le temps. Si vous voyez, nous on est passé, histoire modeste, mais on est passé de 1 dans un garage il y a 12 ans à 250 à date.
univers start-up, pizza, soirée assez tardive pour finir la mise en production du lendemain sur la plateforme technologique, ça se perd un peu parfois avec le temps, donc il faut cultiver ça quand même, etc. Et puis aller chercher des talents et effectivement les conserver, et puis faire grandir au management aussi des managers qui gèrent peut-être 1 ou 2 personnes aujourd'hui et qui en géreront 40 demain. Donc c'est passionnant, mais c'est vrai je me souviens d'un fondateur de startup qui m'a dit, où j'ai senti que j'avais grandi, c'est un jour j'arrive un matin et je croise une personne que j'avais jamais vue. Voilà, alors moi ça m'arrive souvent là, avec le télétravail en ce moment, mais même si je suis sur site pour ma part tous les jours, mais oui, et je trouve ça génial en fait, parce que ça montre que la boîte arrive à grandir à plein d'endroits sans que le fondateur et à valider chaque ait besoin d'être là constamment, et c'est super. Enfin moi je pense que, en tout cas personnellement, mon rôle c'est d'être le moins indispensable possible, et donc c'est passionnant de pouvoir voir une entreprise grandir comme ça. Et oui, vous le disiez, c'est énormément d'écueils sur le financement, la techno, la protection de ce qu'on produit pour pas être copié. Aller chercher les talents, nouer des partenariats, s'internationaliser éventuellement. Oui. Bon, et puis là, voilà, alors, on a de la chance, on est très digital natif, mais le fait de devoir s'organiser aussi avec un contexte comme celui qu'on vit en ce moment pour de nombreuses entreprises, et je pense qu'on fait partie des chanceux, mais ça bouleverse pas mal quand vous êtes sur une start-up. Nous, on a 80% de croissance là sur le début de l'année, 62% l'année dernière. Quand vous gérez une croissance comme celle-ci, puis on fait plus de sport là. Voilà. Et on vend des produits connectés sportifs, et donc je trouve ça génial que Geoflex arrive à préciser encore un peu plus nos parcours de course et d'entraînement. Le côté, la recherche de talent d'ingénieur, Pierre le disait à l'instant, mais Romain, vous le voyez, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de trouver les gens qui aient les compétences et qui en plus puissent rentrer dans l'équipe, parce que c'est quelque chose, même si tout le monde dit j'aime bien les street startups, il faut être un peu... il faut avoir une tournure d'esprit et une attitude positive. Et c'est effectivement assez compliqué. Alors, il y a toute la partie technique. Et là, effectivement, nous concernant, on est sur un terrain de jeu qui est tout petit à l'échelle du monde, avec quelques dizaines de milliers de personnes compétentes au niveau technique auquel on va aller chercher. Donc ça, c'est pour la partie technique. Et puis après, pour la vraie croissance, en fait, le gros challenge, et on commence à l'aborder tout à l'heure, à le dire, c'est d'arriver à trouver le management de transition qui fait qu'on n'est plus indispensable et plus la pierre angulaire de l'intégralité. On devient le chief architect officer là. Faut arriver, un peu comme Bill Gates s'était mis. Enfin voilà. Faut arriver à mettre des gens entre la direction et la réalisation. Et ça, effectivement, c'est le plus dur. C'est un passage à une vingtaine de personnes. Alors je l'ai vécu une fois moi avec une première entreprise que j'ai créée, revendue, où je l'avais expérimenté, et puis en discutant, et c'est aussi tout le bénéfice. On parlait tout à l'heure de l'écosystème Paris-Saclay avec des collègues entrepreneurs qu'on croise assez régulièrement sur ce plateau. L'autre gros gap, c'est passer la centaine de personnes. Oui, c'est ça. Donc 20, 100. Voilà, il y a deux. C'est ça, c'est le jour. On connaît plus tous les gens que l'on croise. Pierre Desjardins, vous aussi, domaine très pointu. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas nombreux non plus, mais il faut les trouver, ces compétences, parce que justement, pour le passage à l'échelle, vous avez besoin. Alors, après, j'imagine quand vous travaillez, je ne sais pas si vous travaillez déjà avec des Thales, des Atos, nos spécialistes dans l'informatique quantique, nos deux gros leaders, on va dire, dans l'informatique quantique, vous allez trouver des compétences aussi chez eux. Mais donc nous, effectivement, on vraiment se spécialise sur le développement du processeur, et on a effectivement un partenariat avec Atos sur toute la partie plus software. Et on voit aujourd'hui des grands groupes qui sont capables, dès le début, de repérer des technologies à très fort potentiel et de proposer des partenariats équilibrés avec les startups pour nous aider dans notre développement. Est-ce que c'est une histoire de salaire aussi ? Est-ce qu'on paye ? Parce que souvent, c'est ce qu'on dit quand on entend des bons ingénieurs qui partent aux États-Unis notamment. Bah oui, tout d'un coup, il faut un gap. Alors j'ai été surpris. Parfois, le gap n'est pas aussi important que ça, mais enfin, il peut l'être. Est-ce que c'est vous aimeriez avoir un peu plus d'argent pour pouvoir mieux payer les gens et donc avoir encore des gens meilleurs, ou au moins les fidéliser, les ancrer. Là, j'aimais bien ce terme de Jérémy Hervé. Je pense que il y a un mix, effectivement. Nous, il y a le salaire, mais il y a aussi toute la qualité de vie d'avoir effectivement des bureaux et un laboratoire en plein centre de Paris. C'est aussi effectivement la
technologie. Hein. Je pense que les premiers recrutements et même ceux qui il faut aimer ça. C'est parce que ils sont absolument passionnés par ce projet. Exactement. Et sur cette Romain Legros, en plus vous avez dit vous avez déjà l'expérience d'une première entreprise, mais ce côté salaire, c'est important aujourd'hui. C'est le package global de rémunération. Donc dedans il y a le salaire, il y a tous les à côté, rémunération directe, indirecte, l'adhésion au projet qui doit jouer autant que le salaire. Se sentir investi de la mission de création et d'arriver à animer ça. Et de toute façon, on ne coupe pas au salaire. C'est pas parce qu'on est une start-up qu'on peut se permettre de moins payer les gens à l'entrée. Donc en fait, ça nécessite des financements dès les phases amont, de manière à avoir les bonnes personnes autour de soi. D'ailleurs, j'étais un peu surpris quand la BPI disait qu'ils allaient aider des boîtes dans l'industrie 4.0. C'était pour acheter des robots, des machines. C'était pas tellement pour payer les gens, pour recruter davantage. Les aides étaient vraiment ciblées sur du matériel, des choses ou du logiciel, des choses très concrètes. Et je me souviens toujours de Cédrico qui était venu ici quand il avait présenté le plan, je ne sais plus, 1 milliard pour c'était sur le quantique. C'était ça, et c'était de dire non, mais c'est pour mieux payer les gens. On a ce souci, Jérémy Hervé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de retenir nos talents individuellement. Et comme le disait Romain, c'est pas uniquement une question de somme, c'est aussi les conditions de travail, c'est l'adhésion à un projet, c'est un esprit d'équipe, c'est quelquefois un attachement au territoire aussi, disons-le franchement. Et aujourd'hui, on voit des ingénieurs de la Silicon Valley qui reviennent. Donc, je pense qu'on est plutôt sur les astres sont bien alignés. On est plutôt sur une pente positive, je pense. Eh bien, merci à tous les quatre. Encore bravo à nos 2 lauréats de Paris-Saclay Spring, donc Romain Legros de Géoflex et Pierre Desjardins de C12 Quantum Electronics. Jérémy Hervé, merci d'être avec nous. Et puis, organisateur donc, de cet événement, directeur du développement économique et l'innovation de l'EPA Paris-Saclay et Gary Orsens. On va suivre la progression de Alltrix. Merci d'être et de parrainer aussi ces startups. Allez, dans un instant, on trouve Pascal Samama, les 3 news du jour. La CNIL, Netflix qui va faire du jeu vidéo, rendez-vous compte. Et puis Cyclade, tiens, là aussi on aurait pu avoir une belle startup qui serait devenue un géant qui va fêter ses 25 ans.